Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue à cette table ronde ayant pour thème Quel défi pour les Antilles au XXIe siècle, qui est co-organisée par l'Arbre du Voyageur, Service d'insertion et d'intégration des Antillais du Canada, et le CIDICA, le Centre de documentation à Montréal, qui permet d'accéder à de la documentation sur Haïti, la Caraïbe, leur diaspora, ainsi que sur les Afro-Canadiens. Je suis donc avec vous aujourd'hui, Sabine Montpierre, la présidente de l'Arbre du Voyageur, et je voudrais rappeler que cette activité est inscrite dans la programmation de la 30e édition du Mois de l'Histoire des Noirs, ainsi que dans celle de la table de concertation de l'Histoire des Noirs de la ville de Québec. Donc, c'est un événement qui a pour but de montrer une programmation culturelle et intellectuelle des communautés noires, mais aussi c'est l'occasion de souligner les enjeux qui se jouent aujourd'hui dans les communautés noires au Québec, mais en ce sens, notre activité vient aborder les défis en ce 21e siècle et dans les Antilles même. Donc, les enjeux que vivent les Antilles en ce 21e siècle. Pour ce faire, je vais m'empresser de vous présenter les panélistes qui participent à cette réflexion. Nous avons donc Myriam Eleuthère, Romuald Eleuthère, qui est secrétaire de l'organisme CORECA, Contact et Recherche en Caraïbes. C'est une association à but non lucratif qui est située en Guadeloupe, qui est un partenaire incontournable de la coopération dont l'objectif est de renforcer la connaissance de la Caraïbe et d'établir des relations durables avec les acteurs de la coopération. Donc, Myriam a été nommée depuis 2020 ambassadrice du mouvement pour le développement durable. Bonjour Myriam. Je poursuis avec Steve Gadet, dit Fola, qui est son pseudo de rappeur, de slammer. Il est enseignant-chercheur en histoire des États-Unis à l'Université des Antilles. C'est une référence en matière de culture urbaine, mouvements religieux afro-diasporiques, mouvements sociaux, criminalité et le rôle de l'art dans la réinsertion des détenus. Il est reconnu pour son activisme sociopolitique et son investissement dans la prévention de la délinquance. J'ai aussi avec nous donc Didier Détouche, qui est notre politologue. Il est universitaire et spécialisé en histoire des administrations, en histoire des idées politiques et des religions. Et il est membre du laboratoire Crédit, qui est un centre de recherche en économie et en droit du développement insulaire. Je présente aussi notre modérateur, et je lui laisserai la parole tantôt après, qui est France Voltaire, qui est président du CIDICA, donc le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne. C'est lui qui est donc le cofondateur de cette structure. Et France Voltaire a donc une expertise il est diplômé en politique et en relations internationales. Il est de formation historien. Et il sera donc notre modérateur d'aujourd'hui. Ces échanges, on vous le rappelle, se feront en présence de l'auteur du livre Le jour où les Antilles se feront peuple, hein, c'est Mathieu Gama, et ce qui partagera son analyse sur l'identité antillaise. Je laisse la parole, le micro à notre modérateur. Bon, d'ailleurs, bonjour à tout le monde. Je vais très rapidement parler du centre. Le CIDICA, c'est un centre qui existe depuis 1983. C'est un centre à but non lucratif. On a publié depuis 1983 plus de 500 titres d'ouvrages qui concernent à la fois essentiellement Haïti, mais qui concernent aussi Cuba, la République dominicaine et quelques ouvrages sur les Antilles. On a publié ainsi une petite nouvelle de Gilbert Bazabas qui est martiniquais. On a publié dernièrement un recueil de poèmes d'Ernest Pépin. Donc, on travaille essentiellement sur la communauté haïtienne du Québec. C'est ainsi qu'on a développé peut-être la plus grande bibliothèque sur Haïti, 26 000 ouvrages, mais qui contient aussi des sections très importantes sur la Caraïbe, parce qu'on conçoit Haïti non pas simplement dans son isolement des 27 000 km², mais dans son environnement global qui est cet environnement de la Caraïbe. Et aujourd'hui, la Caraïbe, à mon avis, comme disait mon ami George Lamming,
la Caraïbe, ses frontières sont mouvantes aujourd'hui, puisque avec l'immigration, on se retrouve, n'est-ce pas, que on disait de nous que la Caraïbe, c'était sa frontière, c'était l'arrière-cour des États-Unis, de backyard. Mais aujourd'hui, George Lamming disait en riant, nous étions dans un colloque à New York, que Eastern Parkway, c'est une nouvelle frontière. La Caraïbe se retrouve aussi dans les banlieues parisiennes, elle se retrouve aussi à Londres, elle se retrouve aussi à Montréal de plus en plus. C'est-à-dire, alors que l'immigration était essentiellement haïtienne, aujourd'hui, elle est aussi martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, cubaine, dominicaine. Donc, on se retrouve dans un environnement où, aujourd'hui, se constituent des petites Caraïbes à l'extérieur même des îles. Et aujourd'hui, il faut voir que les questions de changement climatique vont, et c'est un des défis aussi, non seulement de la Guadeloupe ou de la Martinique, mais ce sont des défis auxquels seront confrontés l'ensemble des pays de la Caraïbe avec la question de la montée des eaux, le problème que soulève Myriam aussi du défi qui est de produire essentiellement pour la Caraïbe et donc pour ces peuples et d'abandonner en grande partie, à mon avis, toutes ces cultures. On a vu l'expérience, je pense que Mathieu Gamal a souligné cette expérience dans son livre, cette expérience qu'il y a eu en Martinique en temps Robert. Il faut voir qu'aujourd'hui, il faut redéfinir l'agriculture antillaise dans son ensemble. Et on le voit avec des fois les mauvais choix pour d'autres raisons politiques qu'avait fait la révolution cubaine, c'est-à-dire, et Cuba est en train de confronter aussi ce problème, elle doit réajuster son agriculture. Donc c'est un défi collectif, c'est-à-dire auquel nous sommes confrontés, de revitaliser les agricultures caraïbéennes. Il faut aussi aborder des questions qui nous touchent tous. Quand on touche les problèmes du traumatisme de l'esclavage, ce sont des questions fondamentales. Il y a des questions, on peut être en désaccord, mais il y a des questions, par exemple, Mathieu l'a abordé de certains côtés, mais ça c'est pour les Antilles, mais la question des réparations. Quand je pense surtout à la question des réparations, je pense par exemple en 1825, quand on impose à Haïti ce que les Haïtiens appellent la dette française, c'est-à-dire pratiquement 120 millions de francs, or qui devront être réduits, mais et que Haïti, on met en place des mécanismes de contrôle à travers la dette qui font que ce pays devra pratiquement produire pour payer une dette qu'elle a payée avec le sang. C'est-à-dire, c'est peut-être une des seules expériences dans l'histoire où le vainqueur doit payer au vaincu. Donc, il y a plein de questions que je pense qui nous touchent tous et qu'on doit essayer d'aborder ça dans le sens global d'abandonner ce qu'en anglais on appelle le parochialisme, c'est-à-dire cette vision que nous sommes enfermés dans notre petit univers et que si vous êtes à Saint-Martin, vous n'avez rien à voir avec la Martinique. Si vous êtes en Martinique, vous n'avez rien à voir avec Haïti. C'est-à-dire, il nous faut aujourd'hui, dans un monde globalisé, c'est-à-dire, plus que non seulement par l'extension de ces multinationales qui font qu'il y a aujourd'hui que les 50 personnes les plus riches sur la planète valent plus qu'une centaine, leurs ressources valent plus qu'une centaine de pays. Donc, aujourd'hui, il faut repenser notre rapport au monde et la pandémie vient nous le rappeler. C'est-à-dire, on peut très bien décider, on ne vaccinera pas ou encore très peu les peuples, certains peuples, mais ça reviendra sur la tête même des dominants. Et je finis avec cette petite expérience qu'il y a eu. Je pense que c'est Jared Diamond, quand il avait abordé la question du peuplement européen au Groenland, et qui a voulu maintenir un niveau de vie européen, il dit, quand il y a eu la petite glaciation, eh bien, ce qui est arrivé, c'est que les riches sont morts un mois après les pauvres. Donc, nous sommes tous sur cette planète et aujourd'hui, je pense que dans le cas de la Caraïbe, il y a la nécessité d'une volonté de se voir comme partie prenante d'un univers qui d'ailleurs préfigure peut-être pour l'humanité avec ce qu'on appelait le tout-monde de Glissant, c'est-à-dire un autre rapport au monde et mettre fin à ces 500 ans où on a hiérarchisé les individus à partir de leur taux de mélanine, on a justifié les pires exploitations, l'esclavage, le servage, toute cette transformation
qui se sont opérés en Amérique, du nord au sud, et tout le monde a été, c'est-à-dire les dominants étaient, ce sont eux qui ont mis en place cet univers, et aujourd'hui, je crois qu'il faut renverser tout cela si, comme humanité, nous voulons survivre. Donc, merci beaucoup, et puis je passerai la parole maintenant, je crois que c'est à Mathieu, puisque c'est lui qui a de nous présenter son livre pour ceux qui ne l'ont pas lu. Bonjour tout le monde, bonjour France, bonjour Sabine, bonjour Didier, bonjour Steve, bonjour Myriam. J'espère que vous vous portez tous bien, ainsi que vos familles. Parfait. Moi, je suis très heureux de participer à cette discussion, à ce tour de table. France, tu as déjà un peu tout dit, hein. Moi, je suis, pour ceux qui l'ignorent, Mathieu Gamin, j'ai écrit un essai qui s'appelle Le jour où les Antilles feront peuple et qui interroge les populations antillaises sur leur volonté, leur ambition à faire ensemble, à choisir leur mode de vivre ensemble. Mais je vois qu'il y a des gens qui ont lu, ça fait plaisir. Si tu veux, Didier, c'est pas bien. Vous n'avez pas lu mon livre. Non, je plaisante. Je suis désolé, je voulais vous embêter. Mais plus sérieusement, j'ai écrit cet essai. J'ai ma bombe. Tu es au top. Bravo Myriam. C'est Didier le mauvais élève. On pardonne. Ah non. Je n'ai rien dit. Bons élèves. Mais voilà. Donc déjà, merci de m'avoir lu. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas vos compétences et vos qualités. Mais je m'interrogeais comme beaucoup d'Antillais sur notre devenir. Et pour s'interroger, à mon sens, sur notre devenir, il faut apprendre à aimer son passé. Et on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ignore. Donc, il faut de temps en temps qu'on mette le focus sur ce qui s'est passé pour expliquer la construction du monde entier. Alors, moi, je donne mon ressenti, mon explication, mais il y en a certainement d'autres. Il y en a certainement qui peuvent s'appuyer sur des choses... sur des conceptions beaucoup plus scientifiques que les miennes, parce que moi, je ne suis pas ethnologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, j'ai pas tout ça. Mais je m'interrogeais vraiment en tant qu'antillais sur ce que nous pouvions construire ensemble. Et à mon sens, les enjeux fondamentaux pour les Antilles, c'est d'abord le faire ensemble. Avant de vivre ensemble, il faut déjà qu'on réussisse à décider ensemble. C'est le défi de l'intelligence collective. Parce que même si on veut, par exemple, que la Guadeloupe prenne telle trajectoire de développement, il faut quand même que ça passe par discussion avec les qui sont autour et je vous expliquerai ensuite l'importance, à mon sens, à mes yeux, hein, de cet enjeu-là, de l'intelligence collective. Mais il faut que ça se fasse plus que dans la concertation, dans l'intelligence collective. Donc, il va falloir peut-être inventer un mode de décision qui soit plus proche des stakeholders, qui soit plus proche des parties prenantes, en fait, au défi de développement qui attend les îles, qui attend la Caraïbe de façon générale. Parce qu'aujourd'hui, si on décide, par exemple, de produire en Guadeloupe ou en Martinique, faut savoir à qui on souhaite le vendre ou avec qui on souhaite l'échanger d'ailleurs. Et j'arrive au deuxième défi, ça me donne une transition. Je ne crois pas à un développement occidental pour la Caraïbe. Je pense qu'on doit s'orienter vers quelque chose qui nous ressemble plus. Et quand je dis qui nous ressemble plus, à mon avis, décider en termes de part de marché, décider en termes de marché unique français, Guadeloupe, Martinique, Guyane, décider en termes de capacité de pénétration sur un tel ou tel marché. Voilà. Moi, je ne suis pas convaincu par le capitalisme occidental pour la Caraïbe de façon générale, mais principalement pour les Antilles françaises. Et ça va bien plus loin que l'économie, donc ça va dans le social et je dirais même dans le sociétal, ça va dans le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, dans mon livre, j'ai cette approche que j'assume très spiritualiste de la société antillaise. Et je parle d'élargissement de la notion familiale, je parle
je parle aussi de la façon dont on doit correspondre avec l'Occident, avec l'Europe et avec la France en particulier. J'essaie de rappeler qu'il faut ramener toutes nos ascendances au même niveau. Certes, aujourd'hui, on est français parce que l'histoire le veut. Est-ce que ça n'a jamais été un choix éclairé? C'est une question que je pose aussi. Est-ce qu'on pourrait faire différemment? En fait, c'est l'idée de mon essai, c'est d'ouvrir tous ces champs possibles, tous ces champs possibles, sachant que dans nos Antilles, on a parfois la culture de l'impossible. On se dit souvent que les choses ne sont pas possibles, que les choses sont pas qu'elles ne sont pas possibles, qu'elles sont impossibles. Et donc, comme elles sont impossibles déjà dans nos têtes, elles sont donc inconcevables. Et dès lors qu'elles ne sont pas concevables, c'est difficile donc de les concevoir et même de s'asseoir autour d'une table pour les concevoir. Aujourd'hui, on est 6 autour de la table, donc ça veut dire que les choses sont peut-être en train de changer. Cette culture de l'impossible est peut-être en train d'être supplantée par quelque chose de nouveau. En termes institutionnels, moi, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas ce que ça sera, mais je pense que la meilleure solution, ce sera celle qui sera construite collectivement, qui fera appel à toutes les intelligences. Et donc voilà. Donc, je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité dans le Zouk. J'ai ramené ma boisson. Ok, merci beaucoup. Voilà, Mathieu. Et puis maintenant, il y a quand même, il faut laisser la parole aux femmes, puisque je vois qu'on est 4 contre 2. Il faudrait 3 au moins pour être dans l'équilibre et changer aussi notre perception du monde. Alors, Myriam, je te laisse la parole. Il faut ouvrir ton micro. Il faut ouvrir ton micro, Myriam. C'est pas ouvert. Là, vous m'entendez? Oui, très bien. Excusez-moi. Merci pour cette invitation et d'autant que c'est vrai que à la lecture du livre de Mathieu, beaucoup d'utopie, beaucoup d'idéalisme a été ravivé parce qu'il parle de points sensibles, de points essentiels. Et à sa lecture, moi, ce qui m'est venu, ce qui m'a semblé intéressant de privilégier comme défi par rapport aussi à mon expérience en tant que membre d'une association, le CORECA, c'est, il me semble, peut-être relever le défi de construire une souveraineté alimentaire à l'échelle de la communauté caribéenne. Pourquoi cette réflexion? En fait, je suis partie de la définition, de la conception de la souveraineté alimentaire qui est développée par le mouvement militant altermondialiste Via Campesina, qui dit que la souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables. Et il me semble qu'aujourd'hui, il s'agit là pour nous d'un réel défi de pouvoir construire cette souveraineté alimentaire à l'échelle de la communauté caribéenne, car pour qu'elle fonctionne, elle doit être pensée caribéenne, parce que nous avons énormément de similitudes, nous avons des modes de vie qui se rapprochent, nous avons des histoires, des liens culturels indéniables, et nous avons aussi malheureusement des problématiques communes. Notre dépendance économique et financière peut être différente selon le pays ou l'île de la Caraïbe. Cette dépendance nous rend fragiles. Notre vulnérabilité face au changement climatique sont de réelles problématiques communes que nous partageons et pour lesquelles il faut trouver des solutions. Et une des priorités, en tout cas, pour pouvoir que nous devons réfléchir communément, c'est cette priorité alimentaire. Nous, aujourd'hui, nous pourrions en discuter, mais je pense qu'il n'y a pas un pays de la Caraïbe qui ne soit pas en insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire sur nos territoires, car nous n'avons pas accès à des produits forcément sains, des produits d'agriculture saine, mais aussi
un accès parce qu'il y a une problématique, par exemple, de pollution, mais aussi une problématique sociale, de pouvoir accéder à ces problèmes. Donc, une réelle insécurité et une insécurité également patente qui est celle de la survenance d'événements de risques majeurs qui nous met encore en situation d'insécurité. Donc, face à ça, la priorité alimentaire, nous devons la partager et nous la partageons parce qu'aujourd'hui, la société civile, les acteurs de la société civile, le peuple, comme disait Viacompo, s'empare de la problématique de l'agriculture durable. C'était un problème de techniciens, mais c'est aussi un problème d'acteurs locaux. Et le CORECA, à l'instar d'autres associations, que l'APK, le réseau Combionet, une série de rencontres d'acteurs de la société civile qui s'unissent pour partager des connaissances, pour échanger des pratiques, pour créer des laboratoires d'expérimentation dans le domaine de l'agriculture, pour avoir cette agriculture durable et pour aussi éduquer nos peuples de la Caraïbe à pouvoir consommer local, à pouvoir en fait préparer la conquête des marchés intérieurs. Donc aujourd'hui, la société civile est actrice de la construction de cette souveraineté alimentaire et nous devons continuer dans cette voie, il me semble. Merci. Je conclurai juste par une expression en créole. La mer, c'est pas en frontière, c'est en chemin pour sembler peuple Caraïbe. Oui, la mer est le lieu de nos interconnexions dans la Caraïbe. Mais en fait, Myriam, merci beaucoup pour ton intervention. Je ferai deux petites remarques. Je crois dans ce que tu soulignes, il y a une forte demande du point de vue économique de produits alimentaires, que nous importons des produits des fois de très mauvaise qualité. Je pense à ce riz qui vient de là, Kansas, qui arrive sur les marchés haïtiens. Je pense à des importations qu'ils font à Cuba. C'est-à-dire, si c'est repensé en termes économiques, il y a une forte demande qui n'est pas satisfaite, puisque c'est à travers, je dirais, l'importation que cette demande est satisfaite. Et ça demande repenser autrement ce rapport. Or, au 19e siècle, et je crois que la société civile peut en tout cas engager des alternatives à ces politiques néolibérales. Il s'agit bien sûr d'y penser à plus grande échelle, mais aujourd'hui, le peuple, la société civile est aussi un lieu où se portent des projets de jardins communautaires entre Haïti et Guadeloupe, des projets d'échange de pratiques culinaires. Par exemple, l'association de Sainte-Lucie, l'association Sainte-Lucie Territoire français d'Amérique, qui est venue en Guadeloupe pour pouvoir rencontrer les cuisinières, l'association des cuisinières en Guadeloupe, pour justement rechercher des synergies qui sont là et qu'il convient de travailler en conscience. Donc, tous ces éléments, toutes ces expériences portées par la société civile sont des éléments qui portent cette souveraineté alimentaire. Merci. Non, et dans ce que tu soulignes, le 19e siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y a des mécanismes d'échange entre les différentes îles de produits alimentaires, d'échange de population qui se sont donnés après les émancipations. Il y a eu tout un circuit et donc c'est à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la question des reconstructions en Europe et avec l'avènement de l'aviation, qu'en fait, la mer n'a jamais été une frontière. La mer était un lieu, comme le Sahara l'avait été pendant un temps, c'est un lieu de circulation intense. Et ça s'est arrêté parce que ça va se tourner l'immigration, ça va se tourner les marchés vers les métropoles. Alors là, en ce sens, faut peut-être revenir à ce qui peut sembler une utopie, mais en fait, qui est de revenir à des pratiques qui permettaient d'une certaine forme une agriculture d'autosubsistance et aussi une agriculture qui est aujourd'hui, puisque on voit les dégâts dans l'agriculture avec la question des pesticides en Guadeloupe, en Martinique, avec tous ces problèmes qui sont avec des risques énormes. Donc, je crois qu'effectivement, ce sont des questions qu'il faut débattre, qu'il faut soulever, comme les questions d'agriculture urbaine pour les villes,
comme aussi ce qui fait toujours problème, disons pour un visiteur comme moi qui arrivait aux Antilles et qui disait, mais enfin, c'est complètement fou. On avait transformé, à mon avis, peut-être erroné, les Antilles qui étaient orientées vers une production pour le marché français ou le marché européen à un certain moment, on les a transformées en colonies de consommation. C'est-à-dire, on a déversé des produits français. Et donc, je disais, mais c'est complètement fou pour sortir de Pointe-à-Pitre, pour aller à peine quelques kilomètres, pour circuler à l'intérieur d'une petite ville, qu'on devait passer par la mise en place de l'automobile. Et donc, l'automobile occupait tout, qu'il n'y avait pas de transport en commun. Donc, c'est quelque chose, je pense on pourrait prendre des expériences d'autres îles qui ont fait l'expérience contraire, de mettre l'accent. Par exemple, les Bermudes avaient mis l'accent sur un réseau de transport en collectif, au détriment de l'automobile. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de questions, et ça, c'est toujours important d'ouvrir le débat entre nous, et que l'on puisse échanger, et la technologie nous offre cette possibilité, à un moindre coût, de pouvoir débattre, de pouvoir réfléchir ensemble, et d'être en désaccord des fois, mais c'est pas ça, c'est pas grave, c'est la question de se parler entre nous, de sortir ce que j'appellerais pour les Antilles, du rapport qui semblait être franco-français, c'est-à-dire de tous les débats entre la métropole et la métropole. C'est changer les interdépendances, en fait. Voilà. Modifier avoir des interdépendances peut-être plus sur une approche sur la solidarité, sur la complémentarité, oui, et moins sur la concurrence qui est bien sûr liée à nos rapports avec nos métropoles. Maintenant, je pense qu'il faut aussi s'inscrire dans le concert mondial. On ne peut pas se permettre de pouvoir être extérieur au grand échiquier géopolitique et affirmer notre originalité. Et je pense que c'est un peu l'objectif des institutions caribéennes telles que l'OECS. Tu sais, on a fait voilà, donc aujourd'hui, voilà, nous sommes dans cette démarche, c'est du concret. Nous avions fait une expérience intéressante ces 10 dernières années. C'était avec l'Institut de cinéma de La Havane, cubain. Cette démarche était faite par un cinéaste cubain, il est mort, grand caribéaniste, mon ami. Et on avait pensé, les associations de documentaires cinéastes, au lieu de se lamenter et de prendre une posture de dire on ne voit pas nos films, on ne voit pas nos choses, eh bien on avait mis en place une structure où qu'on a présenté des centaines de films gratuitement dans les écoles, dans les syndicats, dans les universités, en disant, et si on inversait le rôle, et si nous, on allait présenter nos rôles, et donc nos films différents, qui pourraient être des films guadeloupéens vus par des Haïtiens ou des Cubains, et Cuba s'était offert pour traduire tous les films dans les 5 langues, en créole, en français, en anglais, dépendant de la langue utilisée. Mais là, ça a été une expérience extrêmement enrichissante, parce que moi, ça m'a permis de découvrir dans un certain nombre d'îles comment des enfants, même dans une île très américanisée comme Aruba, pouvaient percevoir qu'ils avaient un autre rapport au monde en regardant des films qui venaient de Belize, qui venaient de Cuba ou de la République dominicaine. Donc, je crois qu'il y a plein d'expériences qui sont possibles aujourd'hui. Merci. Maintenant, je passerai la parole à Steve. Alors, il arrive en courant. Bonjour Steve, alors c'est à toi maintenant. Il faut allumer. Voilà. Bon, il est là. En tout cas, moi, je suis content d'être là. Je crois que la première chose que je voudrais dire, c'est que le succès du livre de Didier nous montre une chose, de Matthieu, pardon. Le succès du livre de Matthieu nous montre une chose, que ça nous montre que nos gens aspirent à ça. Cette envie de faire peuple, cette envie de se dire, ben voilà, on veut aller vers cette direction-là. Il y a un fort élan pour ça. Si on devait retenir une première chose, pour moi, ça serait ça. Donc, on a une formidable énergie, une formidable envie d'être et de faire qui est là. La deuxième chose que j'ai envie de dire, l'un des défis qui nous regarde dans les yeux, pour articuler là où on veut aller, comment faire, comment on veut mieux vivre dans notre pays, comment on veut améliorer, avoir de meilleures relations avec nos voisins, des relations qui nous bénéficient, et puis avoir des relations différentes avec la puissance française et les puissances européennes.
il y a un maillon qui est inévitable, c'est le pouvoir politique. C'est lui qui nous permet d'articuler certaines choses. Alors, c'est sûr, hein, il y a des idées et des façons de faire qui vont nous venir de la société civile. À un moment donné, on doit penser à comment les institutionnaliser. On ne pourra pas y échapper. L'autre chose qui me revient lorsqu'on parle de pouvoir politique, je pense vraiment à non pas cascade, mais à refonder le lien avec la communauté européenne, à prendre exemple sur des îles et des territoires qui ont refondé leurs liens et voir comment leur vie économique se porte, comment leur démocratie se porte. Il y a des exemples. Et comme je disais, pour moi, je ne pense pas à forcément casser ce lien. Nos gens aussi nous montrent, hein, à travers leur façon d'être, leur façon de voter, ils montrent qu'il y a une aspiration à tenir ce lien-là avec la puissance française. Maintenant, la façon dont ce lien est en place, là, pour moi, on doit le repenser parce que c'est un lien qui nous fait du tort au niveau économique, même si il apporte du bon. Hein. C'est un lien aussi avec l'Europe qui nous fait du tort parce qu'on devient un endroit où des produits venant d'ailleurs sont déversés sans vergogne par des importateurs. Et si on n'essaie pas, un tant soit peu, de contrôler cette façon de faire, sans rentrer dans un protectionnisme brutal, si on ne conçoit pas ça, nos bonnes volontés ne suffiront pas et notre envie de faire au niveau civil ne suffiront pas. La dernière chose que j'ai envie d'évoquer, il y en a mille, hein, mais je me contiens un peu. La dernière chose que j'ai envie d'évoquer, avant de laisser le micro, c'est le lien de la Guadeloupe de l'intérieur avec la Guadeloupe de l'extérieur, le lien du pays avec sa jeunesse, le lien du pays avec sa diaspora, ça aussi met en cause aussi le lien du pays avec son nouveau visage. L'immigration chez nous et l'évolution fait que la Guadeloupe, elle a un nouveau visage. Elle a toujours, à mon avis, un creuset, mais par exemple, quand on marche dans les rues de la Guadeloupe, on entend de nouvelles langues qu'on n'entendait pas aussi fort qu'avant. Ça, on doit le penser. Comment est-ce que ce nouveau visage, on arrive à le marier avec vraiment ce que nous aspirons à être? Le lien avec la diaspora, ce lien-là me semble très important. On parle souvent de lien avec la diaspora lorsqu'on évoque Haïti, mais la Guadeloupe et la Martinique ont une diaspora en Europe, une diaspora qui est au Canada, qui est dans d'autres pays du monde. À mon avis, comme la Dominique, on doit avoir un dialogue franc, les institutions doivent lancer des messages à cette diaspora, comme le Ghana a su le faire. Cette diaspora, à mon avis, elle a un goût de la maison. C'est vrai, elle est partie pour autre chose, mais elle a un goût de la maison qui n'est pas perdu. Pouvoir lui dire, ben, même si elle est loin, on a besoin d'elle, et ce goût de la maison, comment le transformer pour l'épanouissement du pays. Et la toute dernière, ce sont ces jeunes personnes qui sont parties pour étudier ou pour travailler et qui, elles aussi, regardent ce qui se passe à la maison. Elles aussi aspirent à retourner à la maison. Il y a des efforts intéressants qui ont été mis en place chez nous. En Martinique, je pense à la dynamique Aller Virer. Ils ont tenté d'institutionnaliser ça, ce dialogue avec les jeunes qui veulent rentrer, l'insertion et tout et tout. En Guadeloupe, il y a sûrement des expériences. Je sais qu'en tout cas, qu'il y a des jeunes personnes qui sont rentrées et qui commencent à s'exprimer à travers des bouquins. Il y a des bouquins qui sortent, qui disent, ben voilà, ça y est, je retourne en Guadeloupe, voici comment j'ai fait, mes désillusions, mais les réussites. Il me semble que c'est une énergie sur laquelle on doit vraiment tabler, parce que le pays a tendance parfois à être dur avec ces jeunes personnes. Très bien. Et ça, bon. Là, et s'il le faut, en vite. Merci beaucoup, Steve. Je crois qu'il y a deux questions qui m'ont touché, que tu as soulevées. D'abord, repenser, je dirais, le fonctionnement même, non seulement peut-être des économies des Antilles, Guadeloupe, Martinique ou Saint-Martin, mais aussi repenser le rapport politique, que ce soit à la France ou à l'Europe. Il y a peut-être d'autres expériences, tu l'as souligné, qu'il faut remarquer, qui se sont données même dans le cadre européen. On peut penser aux îles Féroé dans leur rapport avec le Danemark, on peut penser même, si on reste dans le cadre caraïbéen, les rapports de Curaçao ou Aruba, qui ont une forme d'autonomie et une démocratisation de la vie politique. Aruba, par exemple, ou à Curaçao, bon, je connais mieux Aruba, où y avoir séjourné un peu pendant assez longtemps.
Mais à Aruba, il y a quelque chose d'intéressant, comme à Curaçao, c'est-à-dire d'avoir des gouvernements élus localement avec un premier ministre, en fait, qui ont développé, bon, là aussi, il faut considérer le rapport de force dans le monde global, etc., mais qui ont développé des rapports avec, que ce soit les Pays-Bas, mais aussi avec l'Europe. Et ils ont une marge d'autonomie et aussi leur rapport avec leur propre diaspora, parce qu'à un moment donné, au moment des indépendances, enfin, il y a eu près de la moitié de la population des îles qui avaient émigré aux Pays-Bas. Je crois que c'est une question importante. Ça me ramène le deuxième point qui est celui, aujourd'hui, dans un monde globalisé, mais dans un monde aussi où la technologie rend possible, je dirais, et annule les distances. Il est clair qu'il faut compter sur ces apports extrêmement importants. Apports économiques, certes, dépendant des pays. Rapport aussi dans le changement des mentalités. Rapport aussi de notre rapport au monde, c'est-à-dire, et c'est la nécessité de ce dialogue qui est important. Nous, depuis quelques années, c'est pourquoi quand j'avais dit, quand on a commencé ce centre, on avait dit centre international, les gens m'ont dit oui, mais j'ai dit oui, mais il y a, je ne sais pas, 150 000 Haïtiens qui vivent au Québec, mais il y a 1 million qui vivent en Floride, il y a 1 million qui vivent en République dominicaine, il y a 800 000 qui sont d'origine haïtienne et qui vivent à Cuba. Il faut repenser notre rapport au monde. Il y a ceux qui vivent dans les Antilles, ceux qui vivent en Guyane. Évidemment, toutes ces sensibilités nouvelles peuvent nous emmener à des expériences nouvelles, à nous repenser dans notre rapport au monde. Et je me rappelle toujours de ce jeune qui faisait un stage. Il était né de parents haïtiens à la Martinique. Les gens rigolaient tout le temps. Il dit, c'est le Martiniquais qui vient chez nous. Mais il était haïtien, mais après, il a émigré au Québec. Donc, c'est des expériences nouvelles et il nous faut redéfinir ce rapport à cette jeunesse nouvelle qui, elle aussi, aspire à connaître. Moi, je fais un cours pour les jeunes enfants. Tous les samedis, c'est une école de samedi et je m'abstrais, c'est des enfants entre 9 ans et 13 ans. Des enfants de parents haïtiens. Il y a même des parents guadeloupéens. Je pense que la fille de Chilandre, tu la connais, ou les enfants de Chilandre. Non, je parle à Sabine. Connais Chilandre. Voilà. Qui est guadeloupéenne de 16 enfants à 6 places-là. Donc, c'est un nouveau rapport où que les enfants et les parents qui sont nés, ils ont 40 ans, ne sont jamais allés en Haïti, mais ont développé une sensibilité pour savoir d'où ils viennent. Aujourd'hui, à travers la culture, c'est ce qui nous lie. C'est ce qui nous lie. Ça va être aujourd'hui, tous les matins, on peut prendre, on n'a qu'à ouvrir la radio et on tombe sur la radio haïtienne, on peut la suivre par Internet. Donc, on est à la fois présent et absent. Donc, ce sont des questions qui me semblent importantes. Didier, maintenant, avant de passer la parole à Sabine. Didier. Allô, Didier? Didier? Oui, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous regardent. Bonjour à ceux qui écoutent. Bonjour à Mathieu. Je suis très honoré de participer à cette table ronde qui pose une problématique vraiment essentielle à la fois sur la table et dans nos écrans, mais surtout qui part effectivement de la réflexion qu'on a pu avoir et mener à partir de la lecture de l'ouvrage de Mathieu Gama, Le jour où les Antilles feront peuple. Alors, j'ai beaucoup dialogué avec mon entourage au sujet du succès de ton ouvrage, qui vraiment non seulement emporte une certaine adhésion dans la volonté de réfléchir finalement à cette question, quelle identité devons-nous revêtir au jour d'aujourd'hui, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Caribéens, Martiniquais, Français, Européens, Américains. Eh bien, ces questions reviennent, parce qu'elles sont un peu récurrentes, mais reviennent avec une certaine acuité grâce au travail que tu as effectué, qui est un travail d'analyse, mais qui, avant toute chose, je crois, est un travail d'introspection aussi personnelle. Et je ne te cache pas que les passages qui m'ont le plus interpellé et peut-être le plus séduit en tout cas, c'est la franchise et l'honnêteté, je dirais même l'innocence avec laquelle tu interprètes tes propres réactions
parfois épidermiques, parfois culturels, vis-à-vis bien des comportements sociétaux que tu as rencontrés au cours de ton parcours de vie. Et je vais, dans ce premier temps de parole, vraiment m'axer sur ta réflexion et peut-être après envisager quelques défis effectivement à relever. Et puis, dans le cours de la discussion et de l'échange, je te poserai d'ailleurs une question, Mathieu. Peut-être qu'on pourra revenir et au gré des questions de ceux qui nous suivent sur Facebook, et bien revenir sur certains points. Mais je crois qu'il est fondamental que tes futurs lecteurs puissent voir à quel point ta préoccupation de départ part de ton constat personnel d'une situation. Et si tu me permets, si mes camarades ici me le permettent, j'aimerais lire rapidement un passage de ton ouvrage qui se situe à la page 20. Tu dis « J'identifie cette manifestation douloureuse collective à une forme d'égrégore de souffrance qui se déclenche dans le ciel antillais au moindre événement que nous, Antillais, ressentons comme une humiliation ou comme une absence de considération. » Au départ, tu parlais un petit peu des conflits, de la façon de répondre que nous pouvons avoir dans différents schémas de communication, et en particulier professionnels. Et donc, tu continues, je le ressens dans nos attitudes de rejet les uns envers les autres, dans la violence qui caractérise nos terres antillaises. Je l'éprouve lorsque je reçois un ordre ou une recommandation, même de la part d'une personne qui dispose d'une autorité légitime à mon égard. Mon sang se met à bouillir parce que j'estime souvent à tort que l'interlocuteur m'a manqué de respect et de considération. Et ce passage, tu vois, m'amène à une réflexion que j'ai faite souvent, où je me dis qu'au départ de nos manifestations populaires et nos revendications sociales, mais aussi sociétales, qui nous amènent, comme par exemple dans le cadre du liénage contre profitation, ou dans le cadre donc qui était guadeloupéen et martiniquais, antillais donc, et dans le cadre encore assez récemment de manifestations sur des sujets brûlants, comme l'eau, comme le chlordécone, etc., eh bien, souvent, il y a une atteinte à la dignité qui provoque un mouvement de masse beaucoup plus conséquent, donc de déplacement des populations dans les rues, qui descendent dans la rue, beaucoup plus conséquent que lorsqu'on brandit uniquement les revendications brutes. Et c'est pour moi la base d'une réflexion, qui est peut-être la tienne effectivement, mais la base de toute réflexion sur l'identité, c'est en fait un vécu de l'altérité avec l'autre et un vécu d'une relation à l'autre qui ne se fait pas dans l'harmonie. Et dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde relativement cynique, eh bien, de plus en plus, on constate, alors que peut-être ça devait s'effacer ou s'amoindrir, eh bien, on constate que les relations de type conflictuel s'enchevêtrent avec des revendications identitaires. Et ça m'amène aussi à aborder vraiment un exploit dans ton ouvrage intellectuel, c'est que tu as su tirer la quintessence des propos philosophiques, littéraires de nos plus grands auteurs. Tu cites Patrick Chamoiseau, tu dis « Porter la liberté est la seule charge qui redresse bien le dos. La sève de la feuille ne s'élucide qu'au secret des racines. » Voilà qui montre bien la démarche identitaire, historique, patrimoniale, culturelle, qui depuis un certain nombre d'années, de décennies, nous agite, nous, peuples antillais. Tu cites également Ernest Pépin, tu dis « Nous sommes la preuve vivante d'un cauchemar converti en lumière avec les éclats multiples d'un inventé toujours recommencé. » Et dans cette phrase, il y a tout. Il y a non seulement effectivement cette conversion en lumière, parce que bien évidemment, moi aussi, je pense que nous sommes lumière, mais des éclats multiples, donc différents, et une invention perpétuelle de cette identité créole qui a amené Édouard Glissant à aller jusqu'à définir une identité du monde à partir de ce que nous sommes, nous, résidus, mais dans le bon sens du terme, du monde. Donc, je te félicite pour cet essai parce que, bien évidemment, dans toutes les pages qui suivent, il y a une analyse très structurée et très documentée aussi, et très cohérente aussi, je te félicite pour cela, sur ce que nous, en tant qu'Antillais, nous pouvons devenir. Et je crois que c'est le cœur de ton analyse. Ce qui nous amène à notre problématique,
quel défi nous devons relever, nous, à partir du moment où nous acceptons d'avoir une identité d'Antillais. Maintenant, je vais quand même être peut-être celui qui, non pas porte la contradiction, mais soulève des problèmes auxquels il est habitué et confronté depuis certaines années d'expérience de réflexion, de recherche et de questionnement de nos sociétés. Comment passe-t-on, parce que dans ton introduction, tu cibles directement l'identité antillaise, c'est-à-dire que tu considères que de toute façon, l'antillanité est déjà établie entre nos peuples. Mais quand on regarde la réalité d'un certain nombre d'absences peut-être de solidarité, et je prends par exemple l'exemple du chlordécone, nous ne voyons pas forcément une communion de lutte sur la question, mais une convergence des actions et des luttes sur ces questions. Comment on arrive à réunir en fait les Antillais véritablement quand au départ, et c'est la définition que tu donnes d'un peuple, c'est une identité commune, collective, d'individus qui se reconnaissent dans un territoire donné. Mais moi, j'ai tendance à dire, mais pourquoi ne pas l'étendre? Parce que le territoire, ça peut être effectivement plusieurs territoires qui forment un territoire caribéen, par exemple. Comment est-ce que un peuple qui s'identifie dans un archipel, par exemple insulaire, avec ses frontières naturelles, n'a-t-il pas autant de légitimité à se considérer peut-être comme un peuple, mais guadeloupéen ou martiniquais tout court? Est-ce que la question de l'identité antillaise, c'est la question que je te pose, doit être résolue par une fusion réelle en fait de tout ce qui constitue nos différents caractères, notre histoire? Effectivement, l'esclavage et la traite en est une. Et à ce compte-là, est-ce qu'on ne peut pas l'étendre justement à tous les Caribéens, en particulier les Haïtiens, au moins ceux qui ont une langue francophone? Ou alors, est-ce que l'identité ne se définit pas plutôt par une restriction nécessaire aux frontières naturelles des différentes îles, donc un peuple martiniquais, un peuple guadeloupéen, un peuple haïtien, mais avec une agrégation, une convergence à la fois des solidarités, à la fois des politiques, à la fois des idéaux et des droits revendiqués. Et peut-être que c'est cette voie-là, ou ce choix entre ces deux voies, qu'il faut résoudre, à mon avis, plus avant, par quelques réflexions. En tout cas, je serais heureux d'entendre ce que tu penses à ce sujet. Alors, pour terminer, je voulais juste ajouter, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, je voulais juste ajouter que, bien évidemment, nos pays sont frappés de multiples problématiques, l'agroécologie, le développement effectivement durable, la concurrence territoriale entre différentes collectivités, la question de l'évolution institutionnelle et statutaire qui est de toute façon non pas peut-être la maman de toutes les questions, mais en tout cas le cœur de beaucoup de nos problématiques. Et cette envie, ce besoin de responsabilité qui quelquefois est sévèrement contrarié par la défiance de bon nombre de nos concitoyens, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, la défiance vis-à-vis des élus et des responsables. En tout cas, il y a un aboutissement des luttes, lutte d'émancipation, lutte contre le racisme, lutte contre nos violences internes. Il y a également un défi qui est celui de la construction. Comment est-ce que politiquement, eh bien, on arrive à trouver un bon cadre et un bon exercice des compétences pour régler concrètement les problématiques du quotidien. Économique également. Quel type d'économie quand on vit dans des îles et que nous avons une économie bien évidemment largement sous tutelle et subventionnée. Et puis le rayonnement et l'unité. Unité antillaise certes, mais déjà unité en Guadeloupe et unité en Martinique, unité en Haïti. Et puis rayonnement, bien évidemment, au-delà du rayonnement culturel et sportif qu'à mon avis il faut étendre, il y a cette question du rayonnement qui peut être aussi scientifique, qui peut être aussi beaucoup plus axé sur une recherche d'une véritable sagesse, ce qu'avaient commencé eh bien nos anciens, notamment Césaire et puis des auteurs de Pestre, Chamoiseau, Confiant, et qui me semble un petit peu altéré aujourd'hui par l'usage des réseaux sociaux qui fait qu'on n'a plus finalement de fil conducteur idéologique et en termes de conviction. Et ça aussi, c'est un défi qu'il faut relever, notamment auprès de notre jeunesse. Voilà, je vous remercie pour cette première écoute et je reste moi-même à votre écoute.
Merci beaucoup, Didier. Et en fait, je crois que tu as fait un magnifique résumé du livre de Mathieu. Et il y a quelques questions qui, évidemment, ce que j'estime est extrêmement intéressant, c'est que d'un point de vue personnel, tu as pu soulever un certain nombre de questions, tu as pu mettre sur la table un certain nombre de problèmes auxquels sont confrontées les sociétés antillaises dans le 21e siècle. Et en ce sens, on peut être en accord ou en désaccord, et pour moi, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est d'avoir soulevé certaines questions, de poser des problématiques qui méritent un grand débat dans nos sociétés, un grand débat d'abord entre nous, mais aussi un débat ouvert à toute la société, parce que là, tu as posé en très peu de pages, on parle de très petits livres, tu as posé plein de questions qui nous poussent nous-mêmes à recentrer nos positions, à recentrer notre vision du monde et à ouvrir un dialogue. Parce que Didier soulignait tout à l'heure, on est confronté aussi à ce qui se passe avec les médias sociaux, qui tendent effectivement à disperser la réflexion dans tous les sens, à vivre presque avec l'illusion d'être dans un tout-monde qui reste encore une très grande illusion. Et je crois qu'il y a des questions pour l'avenir même de nos peuples et de nos pays qui méritent, je dirais, des réflexions plus profondes et qui méritent aussi de... Notre problème, c'est d'aller retoucher nos jeunes, parce que c'est ça aussi, pour ne pas les transformer en un magma de consommateurs qui vivent dans l'immédiat et qui ont l'illusion d'être dans le monde alors qu'ils sont hors du monde. Je laisserai la parole maintenant à Sabine avant de faire un dernier tour de table. Alors, merci France pour ce temps de parole. J'aimerais rebondir beaucoup sur ce que disait Steve au niveau de le retour souhaité. Il y a une aspiration du retour au pays pour la diaspora. Ça, c'est un fait qui existe depuis du temps. Nous-mêmes, on était jeunes, on avait nos parents qui partaient vivre en France. Maintenant, ce n'est plus en France que les départs se font un peu plus partout en Europe ou dans l'Amérique du Nord. Et avec cette facilité maintenant qu'il y a d'encourager les jeunes trouvent des autres opportunités pour aller étudier à l'extérieur de chez eux, il faut effectivement mettre le doigt sur cette carence de retour qui ne se fait pas aussi, qui ne se fait pas vraiment en fait, parce que cette entrave au retour repose souvent sur la non-transférabilité des compétences acquises en pays étrangers. Donc, il y a certainement une grande volonté de revenir s'installer au pays, de retourner travailler au pays, mais la question des compétences acquises à l'étranger, elle demeure un défi. Comment je transfère mes compétences pour revenir, pour travailler chez moi? Le portrait démographique, disait Steve, est en train de changer dans les Antilles. Je parlerai effectivement de la Guadeloupe, puisque on constate que on a effectivement une migration de plusieurs personnes de d'autres communautés antillaises qui viennent s'installer en Guadeloupe. Et je crois là aussi, il y a une question d'identitaire qu'il faut pas négliger. On a des mariages mixtes qui se font maintenant aux Antilles, où on a des enfants qui naissent de ces unions-là et qui sont souvent amenés à valoriser l'identité de leur maman, qui sont pas nécessairement des personnes qui viennent qui sont des Antillais des Guadeloupéens de souche, par exemple. Donc, ce sont des enfants aussi qui vont s'identifier à l'appartenance de leur mère par rapport à la culture de leur mère et qui ne se sentiront pas nécessairement concernés par les enjeux, les défis qui existent dans le pays en tant que tel. Donc, ça c'est aussi un point que je voulais porter par rapport aux défis. Et enfin, ce que j'aurais à dire, c'est que
ce retour difficile qu'on observe pour les jeunes après avoir étudié à l'étranger, c'est aussi parce que, effectivement, peut-être faut se poser la question, quelle infrastructure qui est mise en place pour faciliter le retour? Qu'est-ce qui est mis en place comme programme pour leur permettre d'avoir l'opportunité de montrer leur expertise et leurs compétences? Et puis, il y a toujours cette notion d'être étranger, en fait. Quand on est parti, on devient un étranger dans l'endroit où on dépose ses valises, mais quand on décide de revenir, on reste finalement un peu étranger aux yeux des autres. Donc, comment trouver sa place pour participer toujours à la reconstruction ou à la contribution de son pays, sachant qu'on se sent un peu considéré à part parce qu'on est parti. Donc, ce sont ces petits points-là que je voulais amener dans ma réflexion au niveau des... Merci beaucoup, Sabine. Mais tu soulèves un certain nombre de questions, en fait, qui touchent, je dirais, l'ensemble de la Caraïbe. Moi, pour avoir, disons, travaillé sur Cuba, sur Haïti, là où se posent les questions d'immigration, c'est toujours le problème, comment gérer, je dirais, le rapport aux diasporas, quel est l'apport de cette diaspora, qu'elle soit économique, qu'elle vienne aussi avec des éléments de transformation. Puis, je me rappelle très bien, bon, à Cuba, les gens faisaient la plaisanterie, ils disaient, au départ, ceux qui partaient, c'était des gusanos, c'est-à-dire des vers, mais plus tard, avec les changements et l'ouverture à partir d'Obama, qui s'est nouée entre les relations entre les États-Unis et Cuba, on disait les gusanos sont devenus des papillons. Bon, il y a aussi toute la question évidemment, pour ces économies qui se posent, je ne sais pas comment ça se pose en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, mais pour Haïti, pour Cuba, pour la République dominicaine, pour la Jamaïque, je m'en retiens à ces 4 îles, se pose la question, effectivement, des transferts de fonds. On parle de milliards de dollars pour l'économie haïtienne, on parle de pratiquement entre 1/3 et 2/3 des apports en devises sont faits par les envois de la diaspora et surtout des plus pauvres, c'est-à-dire là où il y a, qui va toucher un certain nombre de secteurs, qui a aussi un impact extrêmement négatif des fois sur l'économie. Il y a aussi la question, par exemple, que on est dans une ouverture et à la fois, il y a tous les règlements qui gèrent la question de la présence de l'autre dans ces territoires. Les territoires sous contrôle métropolitain, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin ou encore Porto Rico de l'autre côté, qui est l'autre voisin, ce rapport avec les États-Unis qui font que les portoricains sont dans un statut un peu très particulier, Estado libre asociado, l'État libre associé qui n'est ni libre ni associé, mais on l'a vu quand même l'ancien président américain Trump disait, après Maria, disait, il ne savait même pas si Porto Rico avait un statut de territoire associé aux États-Unis. Donc, ce sont toutes ces questions se posent et se sont posées dès les lois de la départementalisation en 1946. Se sont posées autrement, nous ne sommes plus en 1946, se sont posées aussi à Porto Rico quand l'ancien gouverneur, qui était devenu le premier gouverneur portoricain élu, Muñoz Marín, avait accepté non pas de proposer l'indépendance pour Porto Rico, mais le statut d'État libre associé, qui ouvrait la voie éventuellement à des changements de statut par référendum. Donc, je crois qu'il est important de toujours voir tout cela dans une perspective globale. Je ne me rappelle pas si à un moment donné, c'était Raphaël Confiant qui avait, quand on parlait d'un débat aux Antilles, il a dit qu'il faudrait nous intéresser, on parlait de la Martinique à ce moment-là, nous intéresser à voir qu'est-ce qui se passe chez nos voisins de la Barbade, beaucoup plus que tout le temps de regarder simplement ailleurs, de voir comment des petites îles économiquement se sont arrangées. Il y a des fois des îles qui ont eu un certain succès dans la gestion. Ce sont des questions, donc, je dirais plus que des réponses. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de soulever tout ce genre de questions. Alors, on va faire un autre tour pour clore tout ça. Je passerai donc, mais je fais le tour maintenant suivant le cadran que je vois là, en laissant la dernière parole à Mathieu, puisque pour clore, je passerai d'abord à Steve, Myriam, Didier
et Mathieu. Voilà. Pour clore, je dirais déjà dans un premier temps que on voit que le livre, la parole écrite, c'est un support, c'est une ressource vitale pour le devenir de nos pays. Pour les débats publics qu'on a. Donc, je crois en cette matière-là pour qu'on puisse continuer à discuter de choses importantes et pourquoi pas qui vont se transformer en décisions après. Donc, moi, je vais encourager ceux qui écrivent et voilà, comme Mathieu, à avoir une forme d'autonomie pour exprimer leurs pensées. Et ça nous montre que lorsque ça fait écho, ben voilà, ça a du sens. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'à mon avis, nous les intellectuels aux Antilles, les personnes qui sont dans le monde des idées, on doit continuer à se battre pour être un peu plus utile à nos gens, que notre expertise soit mieux mise au service de l'épanouissement de notre société. Je crois que ça nous parle de ça encore aujourd'hui. Notre fonction, notre rôle à nous, les intellectuels. Ceux qui sont hors du pays et ceux qui sont dans le pays. Et la dernière chose, c'est que je finirai, moi, en disant que je pense au levier politique qui est important. Et là, je parle vraiment en tant que militant politique. Je suis un militant d'un parti qui demande justement ça, qui demande plus d'autonomie pour la Guadeloupe et une relation différente avec la communauté européenne et la République française. Le CIPA milite pour ces questions, mais ce que j'apprécie, c'est qu'il y a de l'humanisme, il y a de l'humilité et bien sans se cacher, hein, l'envie de participer aux décisions. Ben yes, en tout cas, c'est bien, Mathieu. On continue à apporter notre part de progrès et ça me fait plaisir de me connecter aux autres. Didier aussi, on continue à apporter notre part de progrès. Sabine, Myriam, ainsi que toi-même, Franz. Merci beaucoup, Myriam. Le micro, Myriam. Excusez-moi. Voilà. En conclusion, ce qui attire mon attention, c'est la question de notre relation au monde. Notre relation au monde, et je crois que tout part de là. Notre rapport politique, notre rapport, nos rapports sociaux, nos rapports familiaux, tout part de notre relation au monde, et je crois que depuis, je ne suis que le résultat d'un ensemble de réflexions, hein, d'activisme, de militantisme, d'actes concrets qui aboutit aujourd'hui et qui se dit mon monde, je peux le regarder pas forcément d'une métropole, mais de ma mer des Caraïbes. Et ça, je crois que à partir de ce rapport au monde, de ce rapport aussi au bien commun que nous portons au sein de la Caraïbe, eh bien, tout le reste en découlera. Voilà, tout le reste en découlera, et je crois que c'est là aussi le rôle de l'éducation, pour les plus petits comme pour les plus grands, hein. Je crois qu'il faut l'éducation. Didier y participe, Steve y participe à cette éducation, à nous apprendre aux grands et aux petits que notre rapport au monde, c'est aussi un rapport à la Caraïbe, c'est un rapport à nos diasporas, c'est l'ouverture qu'on peut avoir en dépit de nos situations dans nos îles. Nous sommes dans le monde, et ça donne une force en tout cas pour aborder les grands défis que nous avons soulevés aujourd'hui. Merci beaucoup, Myriam. Didier. Pour clore, Didier. Didier, tu peux ouvrir ton micro. Oui, voilà. Alors, je vais reprendre comme mes camarades pour dire que le livre de Mathieu est un livre où la limpidité de la réflexion amène une forme d'adhésion. Et lui-même, il l'a dit tout à l'heure, et je lui sais gré pour ça, c'est que il a une vision aussi qui est spiritualiste, ésotérique, de ce que nous pouvons former en tant que peuple. Et ça, c'est une piste de réflexion à laquelle moi, je ne suis pas forcément habitué dans cette partie
de sa nature, mais qui me séduit véritablement parce que, et Steve sera d'accord avec moi à ce niveau-là, parce que nous pensons que c'est aussi dans l'esprit que se trouvent des recherches qui, quelquefois, ont tendance à être un peu trop situées sur le plan, je dirais, matériel. Et donc, il y a un potentiel pour toutes les îles antillaises et francophones. Il y a notamment l'émergence des industries culturelles, par exemple. Il y a l'extraordinaire bond qu'ont fait les connaissances en termes d'ingénierie numérique, d'ingénierie également sur les constructions environnementales qu'on peut exporter. Il y a ce foisonnement formidable, et Myriam en parlait, des volontés de la société civile à eh bien, se rééduquer sur le plan de la consommation et sur le plan de la production alimentaire, donc de l'agroécologie. Et je crois que tout ça est très porteur pour nos îles. Et puis, il y a en face les obstacles. Il y a bien évidemment eh bien, les sempiternelles querelles politiques et politiciennes qui quelquefois noient un peu le débat. Il y a ce que j'appelle la dialectique de la puissance et de l'impuissance, c'est-à-dire on sait qu'on a d'énormes potentiels de capacité, qu'on a un certain niveau de formation, d'études et d'écriture aussi, de pensée, d'idées, mais en même temps, on voit que nous sommes confrontés systématiquement à des barrières institutionnelles, des barrières sociales, d'impuissance qui limitent cette puissance qui émerge de toute façon, quoi qu'il arrive, mais qui mérite peut-être d'être encore plus entretenue et soutenue, notamment par des livres écrits comme celui de Mathieu. Il y a ce biguidi statutaire qui fait que depuis des décennies, on n'arrive pas à choisir le niveau de responsabilité ou de partage de responsabilité qu'on devrait et pourrait avoir. En ce qui me concerne, je considère que nous devons, tout naturellement, comme tout peuple qui est en croissance, et comme tout pays qui est de plus en plus affirmé de son espace géographique, eh bien, nous devons avoir plus de responsabilités parce que être antillais, c'est aussi intervenir sur une scène internationale et c'est aussi porter en soi la volonté de ne pas se limiter et d'être limité surtout. Il y a ce que j'appelle moi le bébélé identitaire. Bon, vous savez, quelquefois, on est dans des débats d'identité entre Marie-Galantais, Moulien, Canalien, Franciscain sur le territoire de la Guadeloupe. Alors, bien évidemment, on peut aussi avoir ces échanges, ces débats. L'important est de pouvoir, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut tomber d'accord. Et je crois que Mathieu nous rappelle qu'il faut avoir cette urgence de réflexion pour, collectivement, ce n'est pas une urgence qui est uniquement dévolue aux élus ou aux intellectuels, mais c'est une exigence qui est dévolue au peuple, à tous les Antillais. Il faut chercher l'empouvoirment, la structuration de nos idées et de nos actions. Et c'est pour là aussi que je vais tout à fait dans le sens de Steve et de Myriam. Nous avons à continuer ce travail d'éducation, d'éclairage, mais avec humilité, parce que bien évidemment, on n'a pas forcément, même si nous sommes scientifiques, on n'a pas la science infuse et que nous ne pouvons que proposer des pistes et de chemins pourvu que ces chemins soient le plus ensoleillés possible. Et enfin, pour terminer, je ferai une petite réflexion personnelle sur ce qui me paraît être aussi en filigrane dans l'ouvrage de Mathieu, c'est que nous devons être capables de débattre aussi souvent que possible. Nous ne devons pas avoir je dirais, de scrupules ou de vergogne, justement, pour aller vers la création de cercles autonomes de débat et de propositions, au-delà du cadre électoral, au-delà du cadre politique. Nous devons pratiquer un réseautage qui soit le plus vertueux possible. Il s'agit vraiment de s'entraider et de faire en sorte, par exemple, qu'on puisse soutenir des étudiants ou des jeunes qui veulent aller se former, non pas dans des territoires uniquement continentaux, mais dans des territoires insulaires qui ont réussi. La Nouvelle-Zélande, les Singapour, les régions ultra-périphériques aussi qui connaissent des progrès et qu'on mériterait de connaître un peu mieux. Il faut enfin
nous habituer à nous former nous-mêmes sur des questions financières, sur des questions d'investissement local. Et c'est à travers, je pense, adapter nos formations aussi, avoir plus de souplesse et les localiser, les personnaliser sur le local. Et je crois, je terminerai par là, que c'est à travers toutes ces actions, toutes ces idées que l'on peut nous-mêmes mettre en marche, mettre en œuvre au niveau de nos sociétés, que nous pourrons progressivement, avec un esprit de solidarité, eh bien, nous rejoindre et avancer ensemble pour peu qu'on comprenne que les temps sont propices à être dans la vérité et non plus dans les faux semblants. Voilà ce que je voulais dire. J'espère qu'on aura peut-être le temps aussi de répondre à 2 ou 3 questions de nos amis qui nous suivent sur Facebook. Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir participé à ce débat avec vous tous. Merci beaucoup, Didier. Et avant de passer la parole d'abord à Mathieu pour clore ce débat et à Sabine pour fermer la journée ou ce débat qu'on a eu entre nous, je voudrais juste... On a beaucoup de questions dans le chat, le public aimerait réagir. Ah ben, voilà, on va ouvrir la parole au public. On ouvrira après l'intervention de Mathieu, peut-être je dirais qu'il y a 2 choses qui m'ont toujours intéressé. Moi, je dirais presque par le hasard de ma vie personnelle, être caraïbien. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, pas le grand-père, il vient de la Guadeloupe. Mon arrière-grand-mère vient de la Martinique, du côté paternel. Et mon arrière-grand-père est venu à Sainte-Lucie sur un bateau qui a échoué en Haïti. Donc, alors, je me suis retrouvé dans Caraïbes. J'ai toujours été sensible à cette question qu'on devait avoir une vision plus large. Et je crois qu'il y a un effort à faire pour nous dans la Caraïbe, c'est l'effort d'abord de traduction, de connaître nos gens. Je me suis toujours demandé, j'ai eu un débat avec les gens dans l'éducation nationale en Haïti, de dire, mais pourquoi on nous enseignait avec des livres espagnols quand on enseigne l'espagnol? Pourquoi ne pas enseigner les grands auteurs cubains ou dominicains? Pourquoi ne pas enseigner des auteurs jamaïcains pour les textes en anglais? Pourquoi créer cette identité caribéenne? On a essayé de le faire dans nos limites. Par exemple, nous publions la revue d'histoire haïtienne. Mais c'est une vision aussi caribéenne. La revue est publiée dans 4 langues, créole, français, anglais, espagnol, parce qu'on veut quelque part découvrir qu'est-ce qui se passe, comment aborder ces problèmes et quelle est la vision que nous avons. On essaie tant bien de traduire quelques auteurs. Nous publions dans notre maison d'édition 4 langues, espagnol, anglais, français, créole, qui sont les langues principales de la Caraïbe. Malheureusement, nous n'avons pas de gens formés en papiamiento, mais on a essayé de le faire dans ce projet du festival itinérant de films de la Caraïbe. Je crois qu'il y a plein d'initiatives dans les sociétés civiles, dans nos sociétés, pour essayer d'élargir nos réflexions. Et aussi, moi, par exemple, j'ai publié Ernest Pépin l'année dernière, j'ai publié un auteur guadeloupéen, un autre auteur martiniquais. On essaie d'ouvrir, et c'est bien, par exemple, de faire des anthologies antillaises sur, globalement, une anthologie de la poésie de la Caraïbe, avec traduction et publication. On l'a fait pour un livre sur la musique. Je l'ai fait sur le bolero latino. Le bolero latino, en traduisant d'un genre musical, le boléro, de les traduire de l'espagnol au français, avec le Mexique, les boléros cubains, dominicains, etc. Je crois qu'il y a quelque part un travail important à faire. Il y a, en utilisant les nouvelles technologies, à organiser ce genre de débat sur des thèmes des fois un peu plus précis, mais là, nous sommes dans des échanges à partir du livre de Mathieu, donc des interrogations qu'il soulève, mais ce sera important de le faire à partir d'un certain nombre de choses. Alors, est-ce qu'on laisse la parole maintenant à Mathieu ou on prend les questions et puis Mathieu, peut-être, c'est lui l'auteur. Je suggère qu'on prenne les questions, si ça ne vous dérange pas, parce que ça s'agite dans le chat. Alors, je vais remonter rapidement. Je vais y aller avec... alors, il y a Raymond qui posait la question. Pensez-vous faire des jumelages avec les pays de l'Afrique de l'Ouest? Alors, je ne sais pas trop dans quel contexte elle posait la question, mais bon. Aujourd'hui, la question, comme disait d'ailleurs Mathieu, c'est d'être inclusif. C'est d'être inclusif. La relation avec l'Afrique, en tout cas, me semble assez évidente.
Par exemple, Coreka a déjà organisé des séjours, des voyages thématiques au Sénégal, en Afrique du Sud. Je veux dire qu'il s'agit au contraire des initiatives vers l'Afrique font partie de toute façon des initiatives qui nous structurent aussi, qui participent à une meilleure compréhension de notre relation au monde. Donc, peut-être pas de projet là à court terme, mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont tout leur sens. Ok. Moi, j'ajouterais pour le rapport à l'Afrique, nous avons publié plusieurs auteurs africains, notamment un livre sur littérature et cinéma au Burkina Faso, d'un auteur congolais, Lumumba Mongo, d'un livre de dictionnaire des films faits sur l'Afrique, avec Vue d'Afrique. Moi-même, j'ai été à l'origine avec Vue d'Afrique, et surtout, on avait organisé, par exemple, les premières invitations et de présentation du cinéma africain en Haïti, justement pour sortir à la fois d'un double dilemme. D'un côté, ceux qui avaient, je dirais, une vision négative de l'Afrique, et d'autre part, de ceux qui avaient une sorte de vision d'une Afrique essentialiste, éternelle de l'Afrique. Et en venant en présentant des cinéastes africains qui abordaient des problèmes contemporains de l'Afrique. Et j'ai trouvé ça fascinant, cette expérience, parce que les gens s'identifiaient aux problèmes soulevés par ces cinéastes. Donc, je crois que quelque part, nous avons intérêt à développer de plus en plus ces relations entre nous. Je dois souligner qu'un collègue à moi, qui a une maison d'édition à Montréal, haïtien Mémoire d'Encrier, il a été le premier au Québec à publier non seulement des auteurs africains comme Blaise Ndala, mais aussi et surtout à publier des auteurs autochtones. Alors donc, quelque part, il y a une importance, comme tu le dis, Myriam, on est d'ouvrir au monde, mais surtout d'abord de s'ouvrir à ceux qui n'avaient pas la parole. C'est-à-dire parce que la plupart des dominants, des gens ils avaient l'accès aux grandes maisons d'édition, ils avaient accès au cinéma, mais c'est surtout aux nôtres qui n'avaient pas. C'est ainsi que il est important pour nous aussi de permettre qu'on voit du cinéma africain, du cinéma antillais, du cinéma haïtien, et la démocratisation des moyens permet aujourd'hui que notre parole soit écoutée, mais il faut la rendre aussi disponible pour nos peuples, pour nos gens. Alors, il y a une autre question qui a été posée, c'était suite à ce que avait dit Steve, la première intervention de Steve, alors la question est la suivante: comment, pour donner corps à tous les défis énoncés, peut-on construire une nouvelle gouvernance politique concrètement avec l'autorité politique? Vers quelle évolution institutionnelle devons-nous aller? Donc, c'est une question qui a été posée un peu après la première intervention de Steve. Je crois qu'il y a des réflexions qui s'articulent de plus en plus ces temps-ci sur le comment. Bon, je ne maîtrise pas tout le chemin institutionnel, mais c'est moi ce que je vois. Aller vers plus d'autonomie. Il y a des statuts qui existent, comme celui d'être un pays et un territoire d'outre-mer. Ce sont des statuts qui sont bien définis, qui me semblent intéressants, qui sont pas forcément définitifs, mais qui sont intéressants. Ça se ferait bien sûr par une consultation. À partir du moment où on le demande, c'est articulé par les forces politiques ici, ben on peut être consulté sur cette affaire. Et si les gens sont d'accord, on peut évoluer vers ce nouveau statut qui me semble important. Récemment, il y a eu des publications, moi, qui m'ont intéressé, qui m'ont permis de mieux appréhender ces questions. Ce sont des publications qui ont été faites par Alain Plaisir. Il y en a une qui s'appelle Le pouvoir guadeloupéen. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Non, la préférence guadeloupéenne, pardon. La préférence guadeloupéenne. Et je trouve que dans ce livre-là, Alain articule bien le comment. Et c'est tout l'objet de la réflexion du parti auquel on appartient, qui s'appelle le CIPA. Voilà, c'est un chemin qui est là, mais ça nécessite qu'on l'étudie. Parfait. Alors, il y a une autre question. À quand une manifestation commune le même jour en Martinique et en Guadeloupe contre le chlordécone et la mauvaise gestion de cette situation par l'État français? Yes. À quand, ben, quelqu'un veut répondre à ça? À quand, en assistant à certaines réunions de collectifs qui se mobilisent sur ces questions en Martinique,
je sais qu'il y a des échanges entre les collectifs qui sont en Guadeloupe. Hein. Il y a aussi des échanges entre ces collectifs basés en Guadeloupe, basés en Martinique, et les collectifs qui sont dans certaines grandes villes européennes, particulièrement Paris. Je crois qu'il y a des choses qui sont en train d'être programmées, qui sont en train d'arriver. En tout cas, cette mouvance-là, elle est là, quoi, elle existe déjà. Alors, il y a une petite question au sujet du retour. Sabine? Comment s'intégrer? Pardon? Sabine? Oui, Oui, vas-y. sans vouloir te couper, désolé, c'était juste parce que quand on passe à une troisième question, je voulais juste rebondir sur la question de l'évolution institutionnelle et statutaire très rapidement pour dire que effectivement un certain nombre de travaux sont menés depuis quelques années déjà au niveau politique, mais aussi au niveau universitaire ou au niveau de la société civile. Et sans rentrer dans les détails, alors j'ai pu participer avec grand plaisir à ce travail puisque j'ai aussi écrit un petit essai sur la question de l'autonomie en voulant la proposer comme choix, parce que je crois que c'est un choix bénéfique pour la Guadeloupe, à condition qu'on puisse décider, alors pas forcément d'entrer dans un cadre déjà préétabli, mais de dessiner nous-mêmes les contours des responsabilités que nous voulons partager avec l'État français, avec la République française, et à définir ces contours à partir des priorités qu'en Guadeloupe, en tout cas, nous pouvons dessiner d'ores et déjà. L'agroécologie, la maîtrise du foncier, la maîtrise du soutien réel à la production agricole et non plus forcément un soutien qui vient de l'Europe dans des conditions technocratiques et administratives particulièrement compliquées pour les agriculteurs. Également la définition des formations que nous pouvons avoir et surtout la possibilité d'ériger nous-mêmes des constructions politiques internationales avec nos voisins qui nous manquent cruellement parce que nous ne faisons que de la sous-traitance diplomatique et je crois qu'il est important que nous puissions avoir une capacité de décision et pour ça il faut effectivement qu'on considère la Guadeloupe véritablement comme un pays, certes avec son héritage et son actualité française à bien des niveaux, mais quand même avec certaines responsabilités qu'on pourrait avoir et qui peuvent se définir dans des latitudes variables selon, pour moi, une méthode à construire qui est celle de créer un contrat social. C'est pour ça qu'il faut du dialogue, un nouveau contrat social. C'est pour ça qu'il faut du dialogue entre les différents groupes de la société, j'allais dire les différentes souches de la société, et ce dialogue est encore à améliorer véritablement parce que nous sommes plus dans une communication que dans une communion d'idées, de convergence d'idées. Donc, il faut construire, et Alain Plaisir, Steve Gadet et bien d'autres avancent sur cette voie-là et j'avance avec eux parce que je crois que la responsabilité est un signe de maturité. Alors, je me permets juste de montrer très rapidement l'ouvrage. Voilà, c'est celui-là. Et on va vite revenir à l'ouvrage de Mathieu. Alors, l'autre question qui a été posée, c'est comment s'intégrer et être accepté de nouveau quand on revient au pays? Je pourrais déjà donner une petite part de mon commentaire là-dessus. C'est sûr que le retour au pays, pour que ça soit fait dans des bonnes conditions, il serait peut-être important qu'au niveau des élus, du système, qui puisse avoir un processus bien pensé de réintégration. Je crois aussi, tout à l'heure, tu as abordé la question du dialogue, Didier. Ben, le dialogue, ce serait quelque chose aussi à envisager, mettre en place peut-être des structures qui soient des comités de réflexion dans lesquels on aurait une présence des citoyens de différents domaines, de différentes expertises, de différents milieux, différents âges aussi, pour pouvoir faire remonter aux politiques ce qui ne fonctionne pas et peut-être même soumettre des recommandations. C'est ainsi qu'on pourra avoir des échanges qui vont pouvoir être fructueux. Ce dialogue-là va être dans un sens qui sera des deux côtés parce qu'ensemble, on va réfléchir, on va faire avancer les débats, on va faire avancer les problématiques. Ce serait un peu mon commentaire que j'aurais à donner sur cette question de retour.
Con- concernant le retour, j'aurais aimé dire une chose. Il y a une expérience qui peut nous inspirer. C'est une expérience en Martinique qui s'appelle Aller Virer. Mhm. C'est ben voilà, par des énergies, je crois, des gens et des jeunes qui étaient soit rentrés ou qui voulaient rentrer, qui a été repéré au niveau politique par la sénatrice Catherine Conconne. Et donc, cet effort-là, on lui a alloué des budgets et des gens qui pouvaient être embauchés derrière tout cet effort. Et il y a pas mal de manifestations qui ont été mises en place et il y a carrément une banque de ressources qui est en place pour institutionnaliser, faciliter ce retour. Peut-être que des expériences similaires existent en Guadeloupe. Je n'en ai pas encore entendu parler, mais c'est quelque chose qui pourrait nous inspirer. Je crois quand même que si des bonnes volontés nous écoutent, ton idée, Sabine, absolument, les deux idées que tu as exprimées doivent être reprises. Je crois que, mais on voit que très souvent, ce sont des phénomènes organiques. C'est bien qu'il y ait les deux forces en place, que les institutions du haut entendent et écoutent, mais que le bas aussi, entre guillemets, hein, s'organisent et fassent monter, s'organisent pour faire monter ce qui est important pour eux dans le débat public et qu'ils mobilisent des ressources eux-mêmes. Je crois beaucoup dans ce génie créateur, là, cette façon de faire. Alors, la prochaine question, est-ce qu'il y avait une intervention de Mathieu là-dessus? Oui, moi, je voudrais revenir sur tout ce qui a été dit. Je vous remercie vraiment parce qu'on est dans un bouillon d'intelligence qui fait très plaisir. Et je suis vraiment content de partager ça là. Didier, tu m'as posé une question tout à l'heure sur la notion de faire peuple. Donc, je ne l'avais pas dit. L'identité dont je parle dans mon livre, cette identité antillaise, elle se veut une notion individuelle. L'individu choisit de se définir comme antillais ou pas. Sachant que quand tu te déclares antillais, tu peux être guadeloupéen, tu peux être guadeloupéen et martiniquais comme moi je le suis maintenant, tu peux être haïtien, tu peux être ce que tu veux et en même temps en ayant ce sentiment d'appartenance, comme dans une pyramide de Maslow, d'avoir ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand. Qui peut être, moi j'appelle ça les Antilles, d'autres appelleront ça la Caraïbe, d'autres appelleront ça le 6e continent, peu importe l'appellation qu'on lui donne. Techniquement, ce sont les territoires de cette partie du monde qui ont connu la colonisation, qu'elle soit française, anglaise ou espagnole. Ce qui fait lien dans tout ça, après, c'est la culture. Et dans cette diversité, tant de nationalités que de souveraineté, que de statut politique, il y a des choses qui nous lient. Il y a ce passé traumatique, il y a ce phénomène assimilationniste qui est venu créer cette distorsion identitaire chez nous. Et donc forcément, on se retrouve autour de ce point de départ de la déformation identitaire. C'est le plus, fin possible dans ce que je dis. Mais on se retrouve aussi comme l'a dit tout à l'heure, dans cette capacité à faire ensemble. On a tant de cette situation traumatique, il y a tellement d'opportunités qui s'ouvrent à nous que forcément, on peut très bien parler d'un peuple de Guadeloupe, on peut parler d'un peuple guadeloupéen, d'un peuple martiniquais, d'un peuple haïtien, et en même temps, on peut avoir envie de faire peuple à l'échelle d'Antilles, à l'échelle de la Caraïbe. Donc, je ne sais pas si j'ai exactement répondu à ta question, mais c'est ce que je voulais apporter. Et ensuite, vous l'avez dit. Merci pour l'éclairage. Pas de problème, Didier. Ensuite, tu l'as très bien dit dans ton livre, et Steve, lui, l'explique aussi dans son discours sur la néocolonisation. C'est ça, Steve, le titre? Je ne me rappelle plus. Le néocolonialisme. C'est ça. Voilà, discours sur le néocolonialisme. Il y a une chose essentielle, à mon sens, c'est que le lien avec l'élu est un lien qui est mort. On vote aux Antilles, à mon sens, et je veux être très humble sur ce point-là. On vote par le ventre, on vote par la peur, on vote beaucoup moins pour les idées, on vote beaucoup moins pour la vision, on vote beaucoup moins pour les idéaux. Et ça me fait penser que nos grands penseurs, leurs idées n'ont pas trouvé une matérialisation politique. Il y a eu
une fracture entre le fait d'intellectualiser les Antilles et la Caraïbe, ou le sort de la Guadeloupe, ou le sort de la Martinique, et l'aventure politique. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui a créé une sorte de dépression entre les deux. Et je pense qu'il y a une chose qu'on pourrait faire pour essayer de renouer tout ça, c'est que toutes les bonnes volontés qui apportent leur soutien électoral à certains partis ou à certaines idées, que tous ces soutiens-là, ensuite, proposent une vigilance de tous les jours, de tous les instants aux élus qui ont été désignés, en fait. Je crois à ces initiatives citoyennes. Je crois que ce sont des initiatives citoyennes qui doivent inspirer nos politiques aujourd'hui. Comme l'a dit Steve, Catherine Conconne, elle a été inspirée par des choses qui lui ont été soufflées par les jeunes de Martinique. On l'a appelée à l'aide et on lui a montré quelque chose et elle l'a propulsé, parce que c'est aussi ça le pouvoir du politique. Mais vraiment, voilà, je pense que ça viendra du peuple, un peu comme l'a dit Steve, ça viendra du citoyen, ça viendra de quelque chose, ça viendra d'en bas en fait. Parce qu'en haut, tout est déconnecté. On est un peu déconnecté de la réalité. Et je parlais de communication. Moi, j'aimerais que la communication, le dialogue social, il se fasse de façon publique. C'est-à-dire que lorsque un président de communauté, de collectivité territoriale, pardon, ou lorsqu'un président de région reçoit des acteurs sociaux, j'aimerais que ça soit retransmis en direct pour que le citoyen, il sache exactement ce qu'on se dit et qu'il n'y ait plus ces petits arrangements entre oui, fais ça bon, ok, fais ça bon. On connaît cette politique-là, cette politique qui se passe derrière les grandes idées. On sait comment ça se passe. Et voilà, il va falloir apporter de la transparence, en fait. Les élus ne vont plus pouvoir se cacher derrière « oui, mais dans mon programme, il y avait… » ou voilà, il va falloir mettre les choses à nu. Ça va peut-être brûler, ça va peut-être frotter au départ, mais à mon sens, c'est ce qu'on doit exiger de nos dirigeants. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre à toutes, mais nos internautes nous suivent. J'aurai une autre à vous soumettre. Pour faire peuple, n'y a-t-il pas besoin de construire des programmes d'éducation partagés où on apprendrait nos histoires et géographies communes entre les îles de la Caraïbe? Qui aimerait y répondre? Alors, sur ça, Oui. Juste avant de laisser la parole à Myriam, j'en parle un peu dans mon livre. Et je dis que voilà, si on compte sur l'éducation nationale pour faire ce travail-là, ça n'arrivera jamais. Parce que la France n'a aucun intérêt à ce qu'on sache ce qu'on écrit ou ce qu'ont proposé les nôtres avant. Donc, là aussi, c'est des initiatives qui viendront d'associations, d'associations de quartier et autres. Et voilà, je laisse la parole à Myriam. Oui, effectivement, tout passe par l'éducation. Je partage cela avec Mathieu. Et aujourd'hui, oui, nous sommes en lien avec nos métropoles pour ce qui est de la culture, pour ce qui est des images qui sont diffusées, des informations qui sont diffusées. Donc, la bataille est rude. La bataille est rude. Nous ne battons pas à armes égales parce que aujourd'hui, il faudrait effectivement qu'il y ait une des représentations qui soit faite du territoire des pays de la Caraïbe pour qu'on puisse se reconnaître. Alors, il y a des initiatives. L'OECS, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, a mis en place des séries de vidéos, notamment pendant cette période de Covid, qui a rendu le virtuel plus utilisé, qui a un programme d'éducation sous forme de vidéos sur YouTube qui permettent de pouvoir, en tout cas, apprendre à connaître l'autre.
Maintenant, je ferai un peu comme Didier, il y a des obstacles. Il existe des obstacles à cette éducation qui serait caribéenne, des obstacles nationaux parce que nous sommes rattachés à des nations, des obstacles de langue. Nous ne sommes pas tous anglophones, nous sommes créolophones, hispanophones, et il n'est pas toujours facile de trouver des passerelles pour franchir ces obstacles. Mais en tout cas, oui, c'est la voie à prendre. La voie de l'éducation est importante. Et nous avons vu au Coreca, pendant cette période de crise sanitaire, dans la première période de cette crise sanitaire, nous avons organisé énormément de rencontres intercaribéennes pour permettre justement de mieux se connaître en échangeant notre actualité sur le Covid, notre actualité également, nos réflexions sur les solutions les solutions qui ont été mises en place pendant la période du Covid. Donc, ce sont ces éléments, ces échanges des formations, ces rencontres, et c'est là aussi que la coopération populaire a toute sa force, c'est-à-dire que des associations, de la société civile se mettent en commun pour pouvoir échanger ces informations, et c'est certainement un embryon de ce qui pourrait après se faire de façon plus institutionnelle. Voilà, mais c'est la voie en tout cas qu'aujourd'hui les acteurs de la société civile ont pris, c'est la voie de l'information, de l'éducation. Ok. Nous avons une autre question sur le point du changement statutaire. Alors, d'autres territoires ont entamé ce chemin de l'évolution statutaire. Saint-Martin, la Martinique, quelle analyse en faites-vous? La nécessité de faire peuple, y compris dans sa dimension spirituelle et ésotérique, n'est-elle pas fondamentale et un prérequis pour ensuite provoquer ou atteindre l'autonomie, par exemple? C'est long, la question, mais bon. Alors, ici en Martinique, il y a une évolution plus des institutions. Ce n'est pas une évolution statutaire, c'est-à-dire qu'on a deux institutions qui sont devenues une. Donc, fondamentalement, ça n'a pas changé les rapports avec la France et les rapports avec l'Europe, les rapports avec la communauté européenne. Mais ça peut être un prélude à plus d'autonomie. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, voilà ce que ça donne en Martinique. C'est deux administrations qui viennent ensemble pour essayer de réguler un peu le fonctionnement. Mais vers l'autonomie, ce n'est pas satisfaisant. Quant à Saint-Martin, je ne saurais pas trop me prononcer là-dessus. Ok. Alors, je crois que j'aurai une dernière question. Oui. Sur cette question. Ah oui, vas-y. Alors, Didier, après. Sur cette question, c'est pas Didier, c'est Mathieu. Non, c'est moi, je crois. Ok, vas-y. Donc, je continue sur cette question. En fait, concernant Saint-Martin, l'évolution statutaire s'est faite. Alors déjà, ce sont des évolutions récentes. Ensuite, l'évolution pour Saint-Martin s'est faite sur une espèce de quiproquo social, enfin financier et social, qui fait que d'un point de vue économique, la collectivité n'a pas encore pu émerger du règlement d'un certain nombre de dettes que l'État d'ailleurs lui doit, pour avoir peut-être plus de leviers financiers et fiscaux qu'elle devrait avoir. Saint-Barthélemy est rentrée avant le Covid dans de très bonnes dispositions économiques, puisqu'elle arrive à vraiment conjuguer la petitesse de son territoire et une spécialisation extrêmement volontariste et aussi soutenue de longue date par des transferts privés de capitaux. Donc, pour une économie une économie touristique qui fonctionnait bien jusqu'au Covid. Concernant maintenant la Martinique, Steve a dit ce qu'il fallait dire, c'est une évolution institutionnelle, mais qui a montré qu'il y avait que quand on donnait un peu plus de responsabilité d'un point de vue déjà organisationnel et administratif, eh bien, il y avait une démocratie locale qui quand même émergeait. Et on a en Martinique quand même un embryon d'un pouvoir exécutif et législatif, mais vraiment un embryon, un tout petit embryon, qui se manifeste d'un point de vue institutionnel, mais qui montre qu'il y a
une capacité des élus quand même à dialoguer, même si c'est pour résoudre quand même un certain nombre de difficultés récurrentes, notamment le transport. Et si on veut analyser ce que peut être une évolution statutaire vers un peu plus de responsabilité, une autonomie, une certaine autonomie en tout cas, il faut voir la Polynésie française. En réalité, depuis un certain nombre d'années, c'est vrai que la Polynésie sort de plus en plus de la pauvreté, qu'il y a une économie qui se développe à l'international, qui est beaucoup plus, au niveau du Pacifique, qui est beaucoup plus forte qu'avant. Mais c'est vrai, les Polynésiens, eux, ont eu un rapport avec leur pays, avec leur réalité géographique, qui fait qu'ils sont quand même habitués à une certaine forme de résilience et à une certaine forme, je dirais, pas d'austérité, mais en tout cas, ils sont habitués à vivre avec ce qu'ils ont et à vivre avec les produits de la mer, notamment. Donc, ça nous incite aussi à réfléchir à qu'est-ce que nous faisons pour nous adapter au mieux à notre environnement et comment nous réorientons nos priorités. Vous savez, quand vous conduisez une voiture, si c'est toujours la personne qui est assise à côté de vous qui dirige le volant, vous avez beau avoir la destination, mais vous avez de fortes chances qu'il vous fasse rentrer peut-être dans le mur parce que il ne sait pas quelle est la route à emprunter et que vous êtes peut-être le seul à connaître parce que vous savez où vous voulez aller. C'est la raison pour laquelle je crois qu'effectivement, on a besoin de prendre un peu plus le volant et de pouvoir passer les vitesses. Et donc, pour ça, on a besoin d'une certaine forme d'autonomie. Mais c'est vrai, il faut comparer avec ce qui se passe ailleurs, tout en sachant que comparaison n'est pas raison et que bien évidemment, quand on se lance dans un avenir institutionnel et statutaire, eh bien, il faut être capable de savoir où on veut aller et pourquoi on veut y aller, surtout. Et sur ces deux points, il y a encore du travail collectif à faire. J'aurais une dernière question à vous partager. Comment faire peuple caribéen quand chacun a le regard tourné vers la nation colonisatrice traditionnelle, donc la France, l'Europe ou moderne, les États-Unis? Est-ce que l'entrée de la Chine comme investisseur dans les îles va faire bouger les choses et comment? Bon, peut-être si je dois répondre à une partie de la réponse, c'est d'abord ce que j'appellerais un changement de paradigme. Pendant très longtemps, quand on vit dans une situation déterminée, on croit que c'est le seul chemin possible. Il faut quelque part rompre avec cette vision qu'on est condamné. Vous savez, au Québec, on disait, jusqu'à ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, l'Église catholique mettait une certaine vision pour les Québécois qu'ils étaient nés pour un petit pain. Et donc, les gens avaient assimilé qu'ils n'avaient d'autre destin que subir ce destin, jusqu'à ce qu'il y ait une rupture. Et cette rupture, elle est toujours l'œuvre, je dirais, de ceux qui amènent une autre vision du possible. Et je crois que quelque part, au vu de certaines expériences, il y a la nécessité effectivement d'une rupture épistémologique, d'une rupture qui nous fait nous repenser comme dans ce territoire et non plus que nous sommes condamnés à rester tels quels dans les mêmes statuts sans changer de position. Moi, je ne sais pas, mais la première fois que j'ai visité la Martinique et la Guadeloupe, c'était en 1973. Ça veut dire quand même qu'il y a plus de 40 ans. Et j'ai vu aussi les changements, pas seulement les... Bon, je parle des changements de mentalité. On est passé de sociétés qui étaient des sociétés coloniales typiques à cet aspect. Je me rappelle cette rencontre avec Aimé Césaire où il dit le poète était indépendantiste, le politique était lui-même devait tenir compte des aspirations du peuple martiniquais de l'époque qui voulait vivre comme des Français. Et il a dit c'est un dilemme que j'ai dû vivre. Et ce même dilemme à Porto Rico, Muñoz Marín a dû le vivre. C'est-à-dire de dire bon, comment laisser une place ouverte à l'avenir. Et ce sont des questions donc qui sont là, qui restent encore là. Le dilemme va être comment les citoyens de ces îles vont se repenser. Et je crois qu'il y a des changements profonds. Écoutez, vous êtes guadeloupéen ou martiniquais, vous avez vu les changements. C'est-à-dire, si on...
en 73, on était en plein encore de mentalité coloniale. On était encore dans une mentalité profondément coloniale. Aujourd'hui, il y a de nouveaux penseurs, il y a un changement, il y a des gens formés qui posent la question autrement. Donc moi, c'est juste sur mon vécu en 73 dans les Antilles, j'ai vu et je vois tous les jours avec des collègues, avec des amis, ces changements qui sont en train de s'opérer. Ça va être vraiment la DER des questions. Ne pensez-vous pas que l'intégration au grand marché européen constitue un frein à l'insertion et l'intégration de nos jeunes? À rebond, cette insertion dans le grand marché européen qui ne nous protège pas, nous, de ces importations, ça nous fait du tort au niveau économique. Donc, si on n'est pas en capacité d'être plus fort au niveau économique, c'est sûr que ça aura un impact sur la question des jeunes, etc. Ceci dit, je crois que la façon d'être dans ce marché-là, c'est-à-dire ce tout venant et ce tout passant, ça nous montre que ça détruit une grande partie de notre capacité à produire. Lorsque vous avez des produits qui sont fabriqués à moindre coût, qui arrivent chez vous, vous qui avez des charges et qui fabriquent à un autre coût, petit à petit, ça fait que notre pays arrive à se désindustrialiser, alors qu'au contraire, on doit aller dans l'autre chemin. Être capable de s'industrialiser un peu plus, de renforcer un peu notre capacité à pouvoir nos besoins et aussi protéger les gens chez nous qui produisent. Donc, je crois que cette insertion-là, elle doit être repensée. Il nous faut sortir carrément du territoire douanier et ne pas être soumis aux mêmes règles, surtout à des règles qui viennent de très loin, quoi. Donc oui, ça nous fait du tort et il existe des réflexions dessus pour changer cette dynamique. Je peux en parler de façon directe et simpliste comme ça, mais ça n'est pas aussi simple, mais ça existe et il faut qu'on puisse les impulser. Alors, si c'est terminé, je remercie tout le monde et Oui. ça a été, à mon avis, une expérience intéressante. On espère qu'on reprendra cette expérience, soit entre nous, soit avec d'autres partenaires. Et merci encore pour ce beau livre à Mathieu. Est-ce que Mathieu a un mot de fin à nous partager? Moi, le mot de fin, c'est gratitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à tous les gens qui nous ont suivis, qui ont posé des questions. J'ai essayé de répondre autant que je puisse pendant que les autres s'exprimaient. Merci à Steve. Voilà, tu es notre intellectuel. Il faut dire les choses au caveau devant. Donc, merci, Anchaï. Merci, Didier. Là, franchement, pour toi, mon frère, toi, tu es celui qui va nous emmener institutionnellement vers ce qu'on veut devenir. Et donc, on a besoin de tout le monde. Myriam, Ravello, c'est Péké, c'est tellement ministre de la culture caribéenne. Nous, que fait? On a des plans pour toi. France, merci beaucoup. Mathieu, je voudrais te poser une dernière question, Mathieu. C'est une question très pratique. Moi, je suis éditeur et je sais que, et ça, je m'adresse à tout le monde, peut-être pas au panel, mais où est-ce qu'on peut trouver ton livre? J'allais dire. Il faut acheter le livre parce que je suppose qu'il y a des coûts et donc il faut encourager nos auteurs et nos écrivains. Alors, donne-nous où on peut trouver ton livre un peu partout. Alors, je vais vous dire la vérité. Là, je suis un peu en décalage. Vous voyez, derrière moi, il fait nuit parce que je suis encore à Paris. J'étais venu justement faire le travail de distribution. Donc, j'ai été vers la communauté. J'ai été vers la librairie Calypso. J'ai été vers Nufistor. J'ai été vers la librairie Caméry. J'ai été vers toute la présence africaine. J'ai été vers toutes les librairies afro-caribéennes de Paris. Et puis, parce que l'idée pour moi, vous savez, je suis en auto-édition, j'ai voulu tout faire moi-même parce que ce livre, au-delà de son contenu, c'est un acte d'affirmation pour moi aussi. C'est une mission que je m'étais donnée, de mettre ma réflexion à disposition de mon peuple. Donc ça demande des choses et ça demande de l'investissement en temps et en argent, mais la fierté du truc, en fait. Voilà. Je ne sais pas si on m'entend toujours parce que le meilleur pote est en train de mourir, mais l'idée c'était ça, c'était de réussir à transmettre, de réussir à mettre mon livre là où il pouvait être lu par mes frères et sœurs antillais, et donc également
sur Amazon. On peut l'avoir au format papier ou au format e-book. Il est également sur Apple Books, il est sur Fnac.com. Enfin, voilà. J'ai essayé de le mettre partout. J'ai surtout mis, attention, j'ai surtout mis sur une plateforme guadeloupéenne qui s'appelle Une Voix, une Histoire. Et c'est une plateforme guadeloupéenne qui veut recenser la littérature caribéenne. Donc, j'avais le choix entre Amazon et cette plateforme-là, et j'ai choisi celle-là. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas le temps de lire, le livre, il peut être entendu sur cette plateforme-là, Une Voix, une Histoire. Alors, merci. Merci encore à Sabine, surtout, c'est elle qui a organisé et qui nous a permis cette belle rencontre. Ben, merci. Alors, je voulais dire, Sabine, parce que j'ai oublié. Ah zut. Non, Attendez-moi. J'ai toujours des problèmes avec mes AirPods. Attendez là. Sabine, je voulais te remercier parce que tu es le potomiton du truc. Tu nous as mis à l'aise. Tu as organisé ça de main de maître. Donc, définitivement, c'est mon amour. Bon, ça. Ok. Écoute, merci. Ça a été un plaisir pour moi de participer à ta mission. Je sais que ça te tient vraiment à cœur et puis c'est un livre qui soulève tellement d'interrogations. Je me suis retrouvée là-dedans aussi. Pour moi, c'était ma manière aussi pour t'accompagner dans ta mission. Tu avais émis l'idée de venir à Montréal pour faire ton lancement physiquement. Avec la pandémie, c'est certain, ce n'était pas possible. Alors, trouver cette alternative-là, pour moi, était la proposition que je trouvais la plus rassurée pour que tu puisses être connu ici dans les communautés antillaises au Québec et à Montréal, mais à travers le Canada, puisque maintenant, vous l'avez effectivement mentionné, on a une population antillaise qui est de plus en plus présente, qui commence à se structurer. Et c'est un peu le travail que je fais avec l'Arbre du Voyageur, d'ailleurs. Et les Antillais s'installent un peu partout au Canada. Alors, ce livre-là, pour moi, était bienvenu parce que nous, diaspora, qui sommes en dehors du pays, mais on est très touchés à ce qui se passe. On n'est pas pour autant à l'écart. On se sent très concernés et on aimerait que nos voix soient aussi comptées dans nos réflexions, dans nos observations auprès des politiques parce que nous sommes aussi très, très sensibles à ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle que pour nous, nous tentons de faire peuple en n'étant pas dans le pays parce qu'on a besoin de nous rapprocher à quelque chose. Donc, nous structurons effectivement en communauté parce que dans les pays étrangers, il faut fonctionner en nommant sa communauté, en nommant son identité. Donc, nous construisons ce peuple-là, mais nous ne nous sentons pas à l'écart parce que avec ce que nous voyons, grâce à la technologie, grâce aux moyens, aux médias sociaux, et on est toujours présent, on est toujours à l'instant T, nous vivons ce que vous vivez, même si nous sommes, la notion de l'éloignement, quelque part, elle est même caduque. Alors, c'était vraiment pour moi un plaisir d'organiser ce lancement de ton ouvrage ici, même si elle est virtuelle, mais en plus, elle est inscrite dans la programmation de l'Histoire des Noirs en tant que peuple antillais, là, nous faisons partie de cette histoire aussi. Voilà. Au revoir, à bientôt. Alors, merci à tous d'avoir été présents avec nous, d'avoir participé à cette table ronde. Nous avons été ravis de nous réunir avec vous. Nous avons été ravis de lire vos commentaires et vos questions. Nous reviendrons, comme dit France, vers une autre thématique parce que… Oui, tu vois la semaine d'action contre le racisme que nous menons depuis 22 ans. On aura au mois de mars peut-être une autre intervention. Grâce à Sabine. Ah, c'est vous qui avez répondu. Alors, parce que vous avez répondu favorablement, on y est. Alors, soyez toujours vous êtes toujours les bienvenus en fait. Merci Sabine. Merci beaucoup. À tous. Merci pour tout Sabine. Bye. Oui. Bon dimanche, au revoir. Mathieu Quimbe-Fort. Mathieu Quimbe, et bon courage pour ta promotion. Voilà. Merci Myriam, merci beaucoup pour tout. Au top.
Bye bye.